Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes lundi, c'est le lundi de Ruralitique, les ateliers de Ruralitique. Et nous sommes à l'épisode 4. On a démarré par les circuits courts du commerce local. Ensuite, on a eu un grand débat sur peut-on suivre ces études sans quitter son village. Et en tout premier lieu, on a parlé du mix technologique. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Mireille Bonin du FNCCR qui va nous parler sur le sujet des réseaux d'initiative publique de première génération qui ont 20 ans. Ce que je vous propose, comme nous ne sommes pas trop nombreux, c'est qu'on fasse un petit tour de table. Alors peut-être, Mireille, vous pouvez commencer par vous présenter. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais essayer de parler assez fort. D'abord, bonsoir à toutes et à tous. Et je vous remercie d'assister à cet atelier des lundis de Ruralitique proposé par la FNCCR. La FNCCR est la Fédération nationale des collectivités locales concédantes et régies. Alors, c'est un nom assez long pour désigner une association d'élus locaux assez vieille, puisqu'elle a été créée en 1934. Donc, elle a plus de 80 ans aujourd'hui et elle a été installée d'abord pour réunir les syndicats d'électrification rurale, comme on disait à l'époque. Donc, la FNCCR, historiquement, c'est les réseaux d'électricité, le réseau de distribution publique de l'électricité, mais au fil des décennies, elle a complété son panel de compétences par toutes les compétences de l'énergie, mais aussi de l'éclairage public, des déchets, du cycle de l'eau potable, l'assainissement, et bien évidemment le numérique, qui est la dernière compétence en date de l'association. Le numérique regroupe à la fois les interventions des collectivités territoriales en matière de création, de construction de réseaux et d'infrastructures télécom, fixes et mobiles, mais aussi les usages et les services numériques découlant de la e-administration, de la numérisation des services qu'apportent les collectivités auprès de leurs usagers. Et en date, la dernière compétence regroupe tout ce qui concerne les territoires intelligents, donc à la fois la connectivité nécessaire aux objets communicants et à l'utilisation des interfaces numériques, des nouveaux services de ces collectivités. Vous en avez, Ruralitique en évoque régulièrement les nouveautés et les apports pour l'économie locale. Voilà, donc je parle de la FNCCR alors que des représentants de nos adhérents sont présents, je crois, ce soir. Christophe Ferragne et Pierre Roman, je crois. Et donc, je les remercie d'ailleurs de cette participation. Voilà quelques mots de la FNCCR, mais je pense que pour la plupart d'entre vous, cette association est connue et elle œuvre beaucoup dans le numérique. Donc, comme le proposait Nicolas Lec, peut-être avant de passer dans le vif du sujet, moi, j'apprécierais de pouvoir mettre, à défaut d'un visage sur les noms que je vois, mais au moins une identité et une structure en face. Vous m'entendez? Oui. On vous entend parfaitement, mais comme j'avais coupé tous les micros, donc on va peut-être commencer par Alain, puisque je vois un prénom qui s'affiche. Qui a envie de prendre la parole pour se présenter? Allez, j'y vais. Donc moi, je suis Christophe Ferragne, je suis directeur adjoint du Ciel, donc un
un syndicat d'énergie qui s'est mis dans le numérique en 2011 et qui a déployé le réseau d'initiative publique deuxième génération, c'est-à-dire le FTTH, pour 280 communes du département de la Loire. Voilà. Et donc aujourd'hui, il y a un réseau d'initiative publique également de première génération qui avait été porté à l'époque par le conseil départemental de la Loire, dont l'échéance qui est en DSP arrive dans les prochaines années. Et donc, notre sujet de réflexion, c'est lorsque la DSP, réseau d'initiative première génération, va se terminer, comment elle va perdurer, s'intégrer avec celle de la deuxième génération. Donc, c'est une notion de cohérence des réseaux d'initiative publique et de durabilité des deux dispositifs. Voilà mes attentes. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre aimerait bien se présenter? Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien, oui. Dominique de Ravignan, The Fil, le RIP de Toulouse Métropole. Alors, je suis en compagnie de Philippe Nacquart, que vous connaissez, qui est mon directeur général. Malheureusement, il n'a pas de micro, donc je vais parler pour lui, mais il m'entend. Donc, si jamais je dis des bêtises, il viendra vite jusqu'à mon bureau. Donc oui, The Fil, RIP, réseau d'initiative publique de Toulouse Métropole. On avait eu l'occasion, grâce à vous, de pouvoir nous présenter il y a quelques mois. Nous sommes très intéressés également par ce rendez-vous d'aujourd'hui, puisque notre DSP prendra fin en 2023. Et effectivement, tant pour nous que pour nos élus, cette fin de DSP va effectivement nous permettre de poser des questions sur notre devenir, sur ce que nous pouvons apporter et quel sera le futur de ce réseau d'initiative publique et de The Fil en particulier. Donc merci d'avoir proposé ce rendez-vous d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci de votre participation. Effectivement, on s'est beaucoup inspiré de l'action de The Fil et de Toulouse Métropole. Merci. Oui, bonjour, Jean-Luc Duflot, donc la communauté urbaine d'Arras. Donc, nous avons une délégation de service public avec le groupe Covage depuis 2004, donc un réseau d'initiative publique de première génération. Le contrat donc, se termine en décembre 2023. Donc, nous travaillons bien évidemment sur la question d'un audit et d'une étude d'opportunité sur les différents cas de figure qui s'offrent aujourd'hui à nous postérieurement à décembre 2023. Donc, merci pour l'organisation de cette rencontre. On a eu l'occasion de suivre un autre webinaire il y a quelques mois sur le sujet organisé par la FNCCA et de très grande qualité, je dois le redire. Voilà. Donc, encore merci pour cette visio de cette fin de journée. Merci bien. Qui aimerait se présenter? Bonjour, je me lance. Danae Saulnier, du coup, moi je travaille à... Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Très bien. Oui, on vous entend parfaitement. Je travaille à Rennes Métropole, je suis chargée de mission à l'aménagement numérique et du coup, nous on a un RIP 1G qui a été construit en 2007 et qui court jusqu'en 2029, dont le contrat court jusqu'en 2029. Donc voilà, on anticipe les mêmes questions que les autres collectivités, j'imagine, sur le devenir de la DSP et surtout sur les enjeux, qu'est-ce qu'on va faire de ce réseau et à quoi il va nous servir. Voilà. Et merci pour cette visio également. Merci beaucoup. Alors, qui c'est qui ne s'est pas présenté? Bonjour, je vais prendre la parole. Je suis Yves Labourne, je travaille à la communauté urbaine Creusot-Monceau en Saône-et-Loire, en Bourgogne. J'ai le téléphone qui sonne au même moment, c'est pas mal. On a une délégation de service public passée avec Covage il y a 15 ans maintenant, et notre délégation de service public, donc réseau 1G, devait arriver à échéance en 2020,
mais on a un territoire voisin, le Grand Chalon, qui a exactement la même délégation de service public qui a été lancée un an après nous. On a prolongé d'1 an et donc notre délégation arrive à terme en 2021, novembre 2021. Et je suis actuellement en train de travailler avec mon collègue chalonnais sur la fin du contrat actuel et la préparation du prochain contrat. Voilà. Excusez-moi pour le téléphone et merci pour ce webinaire. Bien. Vous m'entendez? Là, on vous entend mal. Vous m'entendez mieux là? Oui, il y a un peu d'écho. Ah, bon. Allez-y. Je suis Philippe Lacarte de The Film, le directeur général. Ma collègue Dominique de Ravignan a parlé un petit peu en avance, mais j'avais toujours un problème de micro. Donc moi, je suis très intéressé par votre webinaire parce que j'ai vécu déjà un premier changement en 2013, puisque j'étais à l'époque Covage, et j'ai vécu la fin d'un premier RIP, et là je suis en train de préparer la fin d'un deuxième RIP. Et donc le retour des différents participants m'intéresse au plus haut point. Et merci pour cette invitation. Merci beaucoup. Qui d'autre? Bonsoir, Pierre Roman, je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend très bien. Oui, bonsoir Pierre. Voilà. Syndicat mixte d'énergie du Gard, donc nous avons une convention de partenariat avec le département qui pilote l'aménagement numérique, mais sur modèle de deuxième génération. Très bien, merci. Qui est-ce qu'on a loupé? L'iPhone 7? Je n'ai pas entendu. Oui, il y a une personne. Ah oui, l'iPhone 7, qui a oui. affiché, Marie-Hélène. Marie-Hélène. Bon. Je sais Dans pas le si milieu de. Je ne sais pas si Marie-Hélène nous entend. Bon, mais écoutez, moi je vous propose, Madame Bonin, Il y a de une démarrer. personne, alors, parmi les autres participants, je vois Audrey Morel, Oui. qui a contribué à notre étude. Et il y a aussi Vincent. Alors Vincent, je ne sais pas qui c'est. Je vois Vincent. Est-ce que Vincent pourrait se présenter, puisqu'on n'a ni nom ni entité? Je n'entends pas Vincent. Son micro est allumé, mais... Bon. Bien, Madame Bonin, je vous propose de démarrer votre présentation. Oui. Bon. Donc, nous allons pouvoir... alors, je vais reprendre, je vais modifier, voilà. Donc, la FNCCR a publié cette année une étude sur le devenir des RIP 1G, partant du constat que la plupart d'entre eux fêtaient leur 20e anniversaire maintenant ou dans les années qui vont arriver tout prochainement. Et donc, c'était le moment un peu de tirer le bilan et de voir quelles étaient les perspectives d'une initiative publique des collectivités territoriales en particulier que Ruralytic a soutenu et a largement mis en avant depuis les débuts, depuis les réunions, de tout le début des réunions à Aurillac. Il faut que j'utilise ma souris pour... voilà. Donc, rapidement, ces quelques mots d'introduction qui vont amener des développements dans la suite de mon propos. La FNCCR, comme je vous l'expliquais en introduction, accompagne les collectivités qui sont porteuses de réseaux d'initiatives publiques depuis le début des années 2000 et ça correspond
à l'avènement des premiers RIP, ce qu'on appelle les RIP de première génération, les RIP 1G. Et quel que soit le montage juridique retenu, que ce soit des délégations de services publics ou des régies, des maîtrises d'ouvrage publics. Maîtrise d'ouvrage public va me permettre d'englober beaucoup de modes d'intervention, que ce soit la régie ou le marché de services. Les RIP, en général, ont été exploités sous forme de concessions qui arrivent avec des contrats négociés pour 20 à 25 ans. Et donc, ces contrats arrivent à échéance très prochainement. Nous nous sommes interrogés sur les choix politiques qui s'offraient aux collectivités territoriales pour faire prospérer ce qu'il convient de dénommer un patrimoine, un patrimoine matériel pour ces collectivités. Et cette étude a été initiée au début de cette année, et il s'avère que la crise sanitaire a renforcé tout l'intérêt porté à ces infrastructures numériques, puisqu'elles ont été largement sollicitées pour améliorer la connectivité des entreprises, notamment au cours de ces mois de tension. Et elles ont fait prendre conscience, je crois également aux élus locaux, qu'il était nécessaire d'investir davantage dans les télécoms pour défendre une certaine souveraineté locale en matière de connectivité. Le résultat de cette étude, c'est un guide méthodologique qui ne prétend pas tout balayer, mais qui permet de mettre toutes les cartes sur table avec un éventail d'orientations, de choix, de décisions qui passent, ce qui peut paraître comme l'élément assez naturel, c'est-à-dire la reconduction de ce qui existe, une reconduction d'une DSP par exemple, ou à l'inverse, la fin de l'exploitation d'un réseau par sa cession, ou au contraire, une reprise en main complète lorsque les conditions sont réunies, c'est la mise en régie. Mais le tout, c'est en sachant que le réseau a des vertus, a un intérêt, et qu'il est utile pour permettre les développements futurs des réseaux à très haut débit ou pour faciliter la connectivité dans les territoires intelligents, les territoires connectés. Et comme je le disais tout à l'heure, quand Audrey s'est rapidement présentée, je ne saurais faire l'impasse sur l'équipe qui a réalisé cette étude pour la FNCCR. Donc, Maître Audrey Morel, parce que l'étude a des orientations juridiques, bien évidemment, ainsi que Smart World Partners, avec Pierre-Michel Attali et Dominique Chagnouk, que la plupart d'entre vous connaissez. Ce sont des ex-IDAT bien connus et qui ont contribué à la partie technique et économique. Je le dis d'emblée, je ne vais pas refaire l'exégèse complète de l'étude. Je vais simplement ce soir partager avec vous des éléments importants. Et chaque RIP est un cas particulier. Et comme j'aurai l'occasion de le dire tout à l'heure, il n'y a pas de solution toute faite pour un RIP. Il y a des circonstances qui doivent conduire les décideurs politiques et techniques à bien examiner une somme de critères pour faire le bon choix. Je vais d'abord parler, c'est important de le faire, de voir après 20 ans d'existence, pratiquement 20 ans d'existence, où en sont les RIP 1G et qu'est-ce qu'ils représentent aujourd'hui. Alors, voilà, ça, j'espère que ça s'affiche bien.
l'étude a porté d'abord sur la constitution d'un panorama de ces RIP 1G à partir des données disponibles, et notamment de l'open data fourni par l'ABICA. Il a fallu d'abord s'interroger sur ce qu'était un RIP 1G. On en a retenu une définition qui exclut peut-être des initiatives autres, mais qui permettent quand même de donner une certaine, qui correspond, je pense, à l'image habituelle du RIP 1G, qu'on a dit structurant, et qui est un RIP qui a une certaine densité, une certaine consistance, puisqu'il est déployé sur un territoire suffisamment étendu. Hein, en introduction, on a entendu parler de The Fil, on a parlé du département de la Loire, notamment, de la communauté urbaine d'Arras, j'en oublie. Donc, un département, une région, une intercommunalité, avec un linéaire assez important. Et surtout, c'est un réseau ouvert qui ne dessert pas que les bâtiments d'une commune ou les bâtiments de services publics d'un territoire. C'est un réseau ouvert qui peut s'adresser à des opérateurs ou à des entreprises. Donc voilà la définition sur laquelle nous nous sommes entendus et qui nous a permis de dénombrer à peu près 106 RIP 1G, donc répartis dans toute la France, dom-tom y compris, et avec un nombre de RIP 1G proportionnel à la taille des régions. Et vous verrez également que la plupart de ces RIP, pratiquement 40% sont à l'échelle départementale et 48% à l'échelle intercommunale, c'est-à-dire les réseaux métropolitains que vous représentez, vous, là, pour une bonne partie de l'auditoire de ce soir. Donc, voilà pour une présence géographique. Pour les montages juridiques mis en œuvre, ce qu'il faut retenir, c'est que dans ce camembert, tout ce qui est bleuté, bleu, toutes les nuances de bleu représentent majoritairement, pratiquement 60%, des RIP relèvent d'un partenariat public-privé au sens large. Hein. J'y mêle toutes les formes d'évolution du contrat de partenariat public-privé, DSP, toutes les formes de DSP ou les PPP, ce qu'on appelait les PPP, il y en a eu quelques-uns. Et le reste, c'est 40% à peu près tout ce qui est maîtrise d'ouvrage public, hein, régie ou marché de services. Les exploitants Covage et SFR représentent à eux seuls près de 40% des RIP 1G, et c'est ce qu'on retrouve également dans l'auditoire cet après-midi. Si je ne me trompe pas, j'ai entendu assez souvent Covage cité comme étant l'exploitant RIP 1G de Arras, le Creusot, Châlons, voilà. Donc, c'est sans doute assez illustratif. S'agissant des services proposés par les RIP 1G, vous les connaissez, c'est évidemment beaucoup de location de fibre noire, de l'hébergement dans les armoires, les DRA, NRO, de la vente de bandes passantes, donc des services activés, et puis aussi ce qui a fait toute l'activité des RIP 1G à l'échelle départementale, notamment, et je parle en connaissance de cause, la faisabilité d'améliorer le DSL dans la plupart des départements. Pour amener la fibre dans les NRA et permettre un meilleur accès au DSL dans les territoires, et notamment l'arrivée de tous les opérateurs. C'était, je pense, dans beaucoup de territoires ruraux, c'était la possibilité d'avoir le choix de l'opérateur, de voir arriver d'autres opérateurs que l'opérateur historique. Hein, si on voulait être Freenode, eh bien, un RIP 1G dans un département le permettait parce que Free a peu à peu investi et est arrivé dans tous les NRA qui ont été fibrés.
puis d'autres services un peu plus marginaux s'agissant des RIP 1G. Donc, dernière présentation sur le panorama, c'est le point de départ de notre étude, hein, le fait que 40% d'entre eux arrivent à échéance dans 5 ans. Donc, ça vient très vite. Et ces RIP 1G, ce n'est pas des petits réseaux. Ils ont leur importance. Ils sont très structurants. Voilà. Voilà. Alors, quel bilan? On vient de dresser un portrait du RIP 1G à partir des statistiques. Donc, un réseau qui a permis le déploiement de la fibre dans de nombreux territoires. On peut en parler de manière qualitative désormais. Et le RIP 1G peut être décrit sur le plan technologique comme un modèle en 3 couches. Il y a d'abord l'infrastructure passive, la fibre optique noire, les fourreaux. Et c'est bien l'image, j'allais dire, traditionnelle du RIP 1G que l'on a à l'esprit. Hein. C'est le réseau de collecte qui a irrigué tous les NRA, qui les a fibrés et qui a permis le déploiement des technologies d'accès. Et cette infrastructure passive, ce réseau de collecte, a eu un fort intérêt, notamment pour passer à l'étape suivante, les RIP 2G et le FTTH, puisque dans la plupart du temps, là où il y avait déjà un RIP 1G, le réseau de collecte du RIP 1G a servi de base au réseau de collecte du RIP 2G, qui a amené le très haut débit. Dès qu'il y a des fourreaux, bon, c'est une activité qui est facilement exploitable par les collectivités. Le deuxième niveau, c'est technologique, c'est là aussi un point fort des RIP 1G qui ont encore trouvé tout leur intérêt, je le disais tout à l'heure en introduction, pendant la crise sanitaire. C'est ce qui a permis de renforcer les raccordements très haut débit, les raccordements fibres des entreprises ou des grands établissements. Je connais beaucoup de RIP qui ont eu une activité très soutenue pendant ce printemps parce qu'ils ont eu des demandes supplémentaires de raccordement de la part d'hôpitaux ou d'entreprises pour faire face au flux, au trafic qui a augmenté, le trafic, les échanges numériques qui ont augmenté. Et donc, ils se sont trouvés là dans les villes et ça a été un point très intéressant de noter tout l'intérêt parce que ce sont des réseaux robustes et qui ont permis de fournir une fibre et des raccordements fibres à ces besoins urgents. Dernière couche, bon, c'est les technologies d'accès, le DSL, dont c'est le début du déclin pour ces réseaux, et j'en parlerai immédiatement après. Du point de vue économique, l'intérêt est plus nuancé, parce que bien évidemment, je vous parlais à l'instant des raccordements directs, du FTTO, bien évidemment, il est concurrencé par le déploiement du FTTH, et qui pour les RIP de deuxième génération, ont aussi dans leur catalogue des offres de services dédiées aux entreprises pour fournir un FTTH dit pro avec des engagements de qualité de service, voire d'autres services, d'autres modalités de raccordement intermédiaires, un peu plus accessibles financièrement que du FTTO, que du raccordement direct. Je pense au FTTE notamment. Donc, le FTTH, les raccordements directs des RIP 1G commencent à être aussi concurrencés par ces offres dédiées aux entreprises. Et même si les collectivités peuvent maintenir à flot peu ou prou ces RIP 1G grâce à l'activité dédiée aux entreprises, il n'en demeure pas moins que le DSL décroît, puisqu'il est concurrencé fortement par le FTTH. En particulier, je pense que Christophe pourrait en parler, là où le RIP de deuxième génération a
quasiment achevé son déploiement, le basculement sur les offres très haut débit s'accélère au détriment des offres FTTH. Et certaines collectivités commencent à vouloir se dessaisir de cette activité DSL parce qu'elles n'en voient pas de suite favorable. Pour autant, même si économiquement il y a des risques, tout le monde s'accorde, les financeurs, les acteurs du secteur s'accordent pour dire qu'il y a une valeur d'usage au RIP 1G, à défaut d'une valeur financière. Je reprends encore l'exemple du FTTO qui a tiré son épingle du jeu lors de la crise, mais ces RIP mettent à disposition de la fibre. Il y a de la fibre et c'est un réseau plutôt résilient et sécurisé, robuste, alors qu'aujourd'hui, il y a tout l'écosystème s'inquiète de la manière dont sont construits les réseaux 2G dans certains endroits. Là, il n'y a jamais eu de grief sur la qualité et la robustesse des RIP 1G. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a une valeur d'usage pour utiliser la fibre dont ils disposent et permettre le développement des territoires intelligents et sans doute de la 5G, puisque la 5G ne fonctionnera convenablement que si les stations de base sont fibrées. Donc voilà pour cet état des lieux, à la fois quantitatif et qualitatif, mais ça, une fois dit, qu'est-ce qu'on fait quand on est si proche de l'échéance? Donc, plusieurs scénarios d'évolution s'offrent aux décideurs politiques et techniques. Et il y a une question préalable, c'est la vision patrimoniale. Il faudra remonter un petit peu votre transparent. Il nous manque. Voilà, il faut que je le remonte un petit peu. C'est bon? Oui, c'est parfait. Voilà. Donc, c'est la question de la vision patrimoniale. Est-ce qu'il y a une volonté de conserver le RIP 1G dans le patrimoine de la collectivité? Alors, ça, c'est le choix de base. C'est la première question à se poser. Donc, la plupart du temps, on va imaginer que les décideurs techniques et politiques s'accordent pour dire oui, on va conserver le RIP 1G. On a vu qu'ils avaient une valeur d'usage, ils sont très importants pour la numérisation de mon territoire dans les années à venir. Et donc, c'est la première colonne. On va trouver une suite à ce RIP 1G. Et cette suite, elle peut être diverse. Elle peut être, eh bien, j'avais une DSP, je vais reconduire une DSP. Mon RIP 1G, je vais faire un RIP 2G, je vais totalement intégrer mon RIP 1G dans le nouveau réseau. Ou encore plus fort, je me sens capable de devenir moi-même l'opérateur et de reprendre moi-même en régie le RIP 1G avec différentes modalités. Hein. Je me dote d'une personnalité morale, de l'autonomie financière, ou je crée une société publique locale. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails, c'est simplement pour vous indiquer à ce stade où l'on va dans cette déclinaison. À l'inverse, des élus peuvent dire bah, écoutez, moi je ne vois pas trop l'intérêt d'un RIP 1G, ça peut arriver, je préfère le vendre, et puis j'en tirerai une certaine valeur financière, ou vraiment il ne servira à rien, je le dépose. Ça, ce sont un peu des scénarios que l'on considère comme extrêmes, mais je ne vais pas les détailler ce soir, mais au moins on les a étudiés dans le guide, dans l'étude, de manière à si d'aventure des élus s'orienter vers ce type de fin pour leur RIP 1G,
il soit armé pour mener ce scénario à bien et tirer tous les bénéfices possibles financiers d'une telle opération. Donc, je vais reprendre le choix où les élus veulent conserver et faire vivre le RIP 1G. Alors, il y a une première couche du réseau qui peut être vendu. C'est un peu l'exception, mais j'en parle parce que c'est un exemple qu'on nous a souvent avancé. Comme les services DSL vont décroître, ça c'est quelque chose qu'il ne convient pas forcément de conserver. Il est préférable de le céder à un des opérateurs FAI d'envergure nationale qui reprendrait les clients et les liens DSL beaucoup mieux que la collectivité, en particulier si celle-ci souhaite reprendre en régie son réseau RIP 1G. Et donc, il resterait un réseau de collecte avec de la fibre à disposition pour raccorder des entreprises, des bâtiments, des stations de base et contribuer ainsi à la numérisation du territoire avec des entreprises qui sont sans doute un peu en retard parfois sur l'accès au très haut débit et qui peuvent être à terme des clients et un potentiel de clients très important sur un réseau fiable et robuste, je l'aurais dit encore une fois. Ou autre possibilité, c'est de repartir sur une DSP d'affermage, puisqu'il y a un réseau qui appartient à la collectivité et qui convient de remettre en gestion après mise en concurrence à un opérateur, donc qui fera vivre sur ce périmètre réduit de la fibre et des services entreprises, mais qui aura sans doute aussi à répondre, à être sur un cahier des charges qui inclura, pour les 10 ou 15 ans à venir, qui inclura des nouveaux services liés au Smart Territoire. Et ça, c'est une nouvelle donne qui n'est pas forcément très facile d'appréhender, mais voilà, ça c'est quelque chose pour nous qui nous paraît indispensable de prendre en considération pour faire vivre totalement un RIP 1G de manière autonome financièrement. Je voudrais m'arrêter enfin sur les critères qui doivent permettre à des décideurs techniques et politiques de s'orienter vers l'une ou l'autre de ces grandes directions, hein, la cession d'un côté ou la suite, une nouvelle vie pour ce RIP 1G. Il y a plusieurs considérations qui vont rentrer en ligne de compte. Et encore une fois, chaque RIP 1G est un cas particulier. C'est difficile de faire rentrer tout le monde dans une même case. Et je pense que nous, on est en tout cas convaincus que chaque RIP doit faire son étude juridique et économique au préalable pour prendre la bonne décision. Il y a des critères juridiques et économiques qui tiennent à la durée du contrat qui va être négocié. L'évaluation des besoins, hein, quel est le potentiel en termes d'entreprises sur le marché entreprise, sur le marché non résidentiel, sur le déploiement des territoires intelligents. Est-ce que s'il y a un RIP 2G sur mon territoire, comment va-t-il me concurrencer? Si je dois, quel plan bâtir, quel plan d'affaires bâtir
quelle sera la valorisation possible du RIP 1G, quelles recettes je peux escompter dans mon territoire. Est-ce que je suis capable, si jamais j'envisageais de passer sur le mode régie, est-ce que je suis capable de réunir une équipe dans mon organisation avec les compétences et être suffisamment gréé pour faire face à l'exploitation d'un réseau, parce qu'il y a des obligations de service 24 heures sur 24, combien ça va me coûter, le cas échéant, de faire appel à un prestataire spécialiste. Et puis, bon, la question initiale, est-ce que je compte le garder ou pas? En tout cas, s'il y a une chose aussi importante à dire, c'est que le temps de la réaction, le moment du lancement de toutes ces questions, de toutes ces réflexions sur le devenir, doivent se faire au moins 2 ans avant l'échéance du contrat, puisque il y a des modalités juridiques à tenir, et il y a surtout, pour bien négocier, avoir toutes les cartes en main. À la FNCCR, et je pense qu'il y a de nombreux intervenants aussi qui ne cessent de répéter que le contrôle d'un délégataire, c'est important, un contrôle juridique, technique et financier tout au long de la vie de la délégation de service public, c'est important pour avoir une vision complète de son patrimoine. C'est-à-dire que 2 ans avant la fin de l'échéance, il faut être capable de réunir toutes les informations sur l'inventaire, les biens de retour, avoir une vision complète des biens de retour si on est dans une délégation de service public, comme c'est souvent le cas. Toutes les données du système d'information, il faut les avoir en main avant de pouvoir passer à l'étude sur la suite que l'on veut donner, en particulier si on veut faire vivre ce RIP, que ce soit en régie ou en renouvelant un contrat de délégation de service public. Et on serait trop appeler votre attention sur la nécessité de procéder à ces contrôles au moment du rapport d'activité, mais aussi des contrôles sur pièce pour savoir, pour avoir tous les éléments constitutifs de son réseau, avoir une cartographie complète de son réseau, un listing complet des éléments constitutifs, une valorisation, la liste des clients, la liste des raccordements, tout cet inventaire complet qu'il faut avoir en main et à jour pour pouvoir, d'ici 2 ans, réfléchir à la suite du projet, lancer les négociations, lancer les procédures de mise en concurrence, de cession, le cas échéant. Voilà, il y a avoir en tête cette deadline des 2 ans avant l'échéance du contrat, avant l'échéance du RIP 1G, pour être certain d'avoir toutes les billes en main. Alors, en conclusion, quelques grandes idées à retenir par rapport au RIP de première génération. Ils ont eu un rôle historique dans l'aménagement numérique du territoire. Et Ruralytic s'en est fait largement l'écho depuis toutes ces années. Pour nous, il fait partie du patrimoine des collectivités territoriales. Ils ont une valeur d'usage parce qu'ils vont servir à d'autres besoins, à satisfaire d'autres besoins dans les années à venir. Et on a vu avec la crise sanitaire et la crise économique que la numérisation de l'économie, de la société n'était pas achevée et qu'elle a fait encore plus ressortir les fractures numériques dans l'accès au très haut débit et dans l'accès aux usages. Et donc, les RIP 1G, par le réseau de fibres qu'ils proposent, est très important. Et pour nous, il a vraiment une valeur économique et financière que le marché entreprise ou le marché non résidentiel, pour l'exprimer le plus largement possible, pourra satisfaire.
Et c'est peut-être l'occasion aussi pour certaines collectivités qui en ont les moyens de se lancer un challenge, peut-être de passer avec des solutions en régie si les conditions sont réunies, ou pour le moins au moins de s'assurer de la continuité avec en ayant rigoureusement et sérieusement retenu un opérateur délégataire. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue. J'ai dit l'essentiel de ce que je voulais dire sur les RIP 1G. Et puis, je suis à votre disposition pour des questions. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est cette notion des 2 ans. Parce que bon, je ne suis pas du tout dans ce domaine-là, mais j'étais dans le domaine du service. Il est vrai que les clients ont tendance à déléguer et à oublier. Et parfois, on a tendance, peut-être, à ne pas mettre en place suffisamment d'éléments de contrôle pour faire remonter les informations. Et quand on va demander aux prestataires en disant il me faut les inventaires pour la gestion de réseau, et on a du mal à les obtenir. Donc, peut-être bien mettre dans le contrat au départ toutes les conditions, tous les éléments qu'on veut avoir, et avoir les éléments de contrôle. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant et très important. Et se rappeler qu'il faut un sacré bout de temps. Quelle est la durée moyenne d'un contrat, d'un RIP? C'est une vingtaine d'années. Les concessions qui ont été négociées au tout début des années 2000, enfin, les toutes premières applications du 1425-1, sont des concessions d'un peu plus de 20 ans. D'accord. Vous connaissez bien je suis resté 10 ans dans l'Oise avec Téloise. C'est un contrat d'un peu plus de 20 ans qui arrive à terme dans un peu plus de 2 ans, si ma mémoire est bonne. D'accord. Ce qui veut dire que l'équipe de départ n'est plus là. La documentation de départ, elle n'est pas toujours nécessairement disponible. Oui, il y a un véritable problème de gestion des connaissances, et effectivement, 2 ans sur 20 ans, oui, d'accord. L'important, avec ces démarches de contrôle de la concession ou des délégataires d'une manière générale, c'est la capacité à pouvoir entrer dans une phase de réversibilité. Et sans zone d'ombre. Et malheureusement, les délégataires, l'économie, elle est ce qu'elle est, les délégataires sont ce qu'ils sont. Mais il faut pouvoir échapper à cette notion de maillage qu'ont mis en place des opérateurs, et qui rend quelquefois très difficile de séparer un réseau complet sur l'ensemble du territoire de ce qui relève proprement d'une délégation de service public. C'est parfois très compliqué dans les systèmes d'information pour avoir la consistance de son réseau et un inventaire précis des éléments constitutifs, les tronçons, la cartographie des réseaux. Donc ça, c'est un point très important. Il faut être d'équerre, je veux dire, vraiment être assuré de bien maîtriser ce patrimoine, d'avoir toute la description complète et l'évaluation complète de ce patrimoine pour pouvoir passer à une deuxième étape, et quelle qu'elle soit, que ce soit l'issue d'une cession éventuellement, mais aussi a fortiori si la collectivité veut donner une suite par une délégation ou une mise en régie. Merci. Est-ce que les participants ont des questions? Si je puis intervenir, je vais vous donner juste le cas du Creusot-Monceau. On est un petit peu en fait en avance, puisque nous, c'est dans 1 an.
En fait, les 2 ans, c'est vraiment un minimum. On l'a constaté dans tout le travail qu'on doit faire auprès du délégataire, auprès des élus. C'est réellement un minimum parce qu'il ne faut pas oublier que le délégataire, lui, il est là pour vivre. Et à l'approche de la fin du contrat, il va falloir le contrôler très sérieusement parce que lui va freiner ses investissements alors que le projet politique, lui, continue. Donc, il faudra bien veiller à ça. Il y a aussi le fait que, en fait, il faut avoir une idée de ce que l'on veut faire du contrat. À l'origine, quand on a commencé la réflexion côté Creusot-Monceau, moi, je pensais établir un état des lieux et à partir de l'état des lieux, voir qu'est-ce qu'on allait faire de l'ouvrage. Et en fait, ce n'est pas du tout ce chemin-là qui a été choisi. Nous, on a interrogé les élus sur qu'est-ce que voulaient faire de l'avenir numérique du territoire. Et une fois qu'on a eu une vision politique, après, on a vu comment qu'est-ce qu'il fallait faire pour, à partir de notre ouvrage, arriver à cette vision. Vous comprenez, on a inversé la réflexion. C'est bien moins contraignant, c'est plutôt une fenêtre ouverte qu'une porte fermée, en fait. Je ne sais pas si je m'exprime bien comme ça. Et il ne faut pas oublier aussi que généralement, à la signature des contrats, il y a des échéances qui sont indiquées dans le contrat. 1 an avant la fin du contrat, le délégataire doit fournir tel document. 1 an avant, à telle date, il doit fournir tel autre document. Ça, c'est des choses qu'on a tendance à oublier pendant la vie du contrat, mais qu'il ne faut pas rater parce qu'elles sont contractuelles et elles sont très importantes. Et puis, une dernière chose sur ces 2 ans, il ne faut pas oublier que, comme vous l'avez dit, Madame Bonin, ce sont des contrats longs et pendant 15 ans ou 20 ans, on ne contrôle pas forcément, même si on a un suivi, on a des rapports d'activité, on ne contrôle pas complètement sur tous les plans juridiques, économiques, financiers, techniques, le travail du délégataire. Et quand on va commencer à faire un audit, alors ne serait-ce qu'un audit technique du réseau 2 ans avant l'échéance du contrat, on peut être amené à avoir des surprises. Et donc, après un premier audit qui va révéler des failles plus ou moins importantes, mais de toute façon, il va en révéler, on va demander au délégataire de corriger ce qu'il va essayer de faire. Donc, ça voudra dire qu'il faudra lui laisser un délai. Mais après ce délai, une fois passé, il faudra réauditer pour contrôler que ça a bien été fait. Et ça implique une deuxième passe. Donc, vraiment, le critère temps est très, très important. Voilà, c'est juste une petite intervention comme ça. Oui, tout à fait d'accord avec vous. Et pour ma part, je ne saurais trop insister sur le fait que le contrôle, c'est pas qu'à la fin de la délégation de service public, c'est tout le temps, c'est dès le départ, pour montrer déjà à l'opérateur qu'il doit rendre des comptes, qu'il a répondu à un cahier des charges et que l'autorité concédante ne va pas fermer les yeux, va vérifier que le réseau est déployé en respectant les règles de l'art, qu'il n'y a pas trop de distorsion commerciale non plus, ça peut aller assez loin, et qu'à tout moment, il y a un inventaire complet de la délégation, de la concession, et ça c'est permanent. Enfin, le message, c'est que les audits, les contrôles, c'est pas qu'à un certain moment, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Il faut ne pas perdre de vue que l'autorité se doit de piloter son concessionnaire, son délégataire, et garder un peu essayer d'avoir une certaine mainmise. Le terme est un peu fort et inapproprié, mais
voilà, conserver mettre le concessionnaire délégataire sous contrôle. Je crois que c'est très important. Et ça évite les mauvaises surprises de la fin, parce que 2 ans, c'est très bref, y compris pour lancer une nouvelle procédure, quelle qu'elle soit. Justement, par rapport à ça, vous m'entendez? Oui, Audrey. Oui, Audrey oui, c'est moi, oui. Justement, Mireille, je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, quel que soit le scénario que vous allez mettre en œuvre, mais surtout, je pense à un renouvellement de DSP ou à une cession totale ou partielle du réseau, vous devez transmettre aux candidats un certain nombre d'informations quand vous lancez la procédure. Et si ces informations sont incomplètes, quelque part, vous fragilisez déjà, pas forcément la procédure de passation, mais le rapport de force que vous allez avoir dans, justement, dans la mise en œuvre du scénario que vous avez retenu. Donc, j'ai envie de dire, même si vous saisissez du sujet un peu moins de 2 ans avant la fin du contrat, si vous pouvez prolonger de quelques mois le contrat en cours pour prendre le temps de récupérer toutes les données ou de faire les audits nécessaires, faites-le. Il y a les leviers juridiques qui vous permettent de prolonger un peu les contrats, mais il vaut mieux faire ça plutôt que de lancer un nouveau projet avec des données complètes ou partielles qui, du coup, derrière, peuvent créer des tensions avec le délégataire en place ou les futurs repreneurs. Bonjour, Philippe Lacard de The Fil. Je voudrais vous parler un peu du retour d'expérience. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Oui, on vous entend. Je voulais vous faire un petit retour d'expérience par rapport à cette fin de RIP. Alors moi, je l'ai vécu. J'étais Covage avant, puisque ça s'est arrêté en 2012. Et là, je rejoins Audrey qui parlait de prolonger. Toulouse Métropole a décidé de prolonger d'1 an. Donc de 2012 à 2013, Toulouse Métropole a prolongé d'1 an pour faire cette migration vers cette fameuse SPL. Et donc, quand vous parliez des données de retour, c'est vraiment fondamental. Moi, je l'ai vécu parce que j'ai quitté Covage et j'ai rejoint cette SPL. Au-delà des aspects, tout ce qui est contractuel est très important, donc d'avoir tous les contrats qui sont valides, mais aussi d'avoir aussi ces contrats sous une forme d'un tableau exploitable, donc d'avoir des logiciels qui soient exploitables par la collectivité ou le repreneur, parce que en général, les gens qui gèrent les réseaux travaillent sous des logiciels de SIG comme NetGeo, GeoMap ou d'autres caisses. L'important, c'est de pouvoir basculer l'historique et de pouvoir récupérer des fichiers visibles et exploitables, ce qui vont permettre la continuité de ce service de télécommunication. Donc nous, chez Alesped, on avait gardé le même service au niveau du SIG, mais c'est important si vous n'avez pas les bonnes routes optiques, tout ça, et les contrôles pendant ces 2 ans sont fondamentaux. Et si vous faites du réseau activé un petit peu comme on fait sur Toulouse Métropole, c'est-à-dire qu'on fait de l'hébergement, de la fibre noire, et on éclaire, on fait de la bande passante, la configuration, parce que quand vous récupérez le matériel actif, si vous n'avez pas la configuration dans tout ce qui se passe du matériel actif, là, c'est impossible à gérer. Tous ces fichiers-là sont importants à récupérer. Moi, j'ai fait cette transition, puisque j'étais transparent vis-à-vis de la collectivité. J'ai donné à la fois tous les contrats sous forme de papier, mais aussi sous forme de tableau Excel pour que les gens puissent gérer, mais voir les échéances, comme disait le collègue de Crozon-Monceau, les contrats arrivent à échéance au-delà. C'est important pour pouvoir se projeter. Et je reviendrai aussi sur les FON. Dans les FON, vous avez des contrats des IRU. Vous savez, ces contrats de très longue durée. Il y a une partie que l'entreprise qui gère, que ce soit SFR ou Covage, les 40% là, ont perçu d'avance des sommes d'argent importantes. Il est important que si ces contrats se prolongent au-delà de la DSP, ils vous reversent toute partie du montant pour le prochain délégataire. Si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que j'ai été suffisamment clair là-dessus? C'est des montants importants, parce que moi, je sais que j'avais signé un contrat de 25 ans, alors que j'avais un contrat de 10 ans. Donc, il y avait 15 ans à reverser à la collectivité pour le prochain délégataire. L'argent ne reste pas chez le délégant. Oui, c'est l'exemple, oui, tout à fait, des IRU, qui est un mode de gestion très utile
j'ai vu le collègue d'Arras et j'ai vu celui de Crozon-Monceau. Je sais que moi, je connaissais mes référents de covage à cette époque-là. À l'époque, on faisait tous de la faune. Que ce soit un contrat de 1 an, 5 ans, ça reste chez le délégant. Et des contrats qui sont de très longue durée, 20 ans ou 25 ans, vous dépassez la durée légale du RIP. Et donc, à un moment donné, il y a une partie qui revient à la collectivité. Ces sommes-là sont à récupérer, ils sont importants. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais après, si vous voulez des informations, bien évidemment, je me tiens à votre disposition pour des questions plus particulières et par écrit. Je sais qu'on avait déjà fait cette réunion avec vous, mais voilà, je peux vous apporter cette vision, ce retour d'expérience quand on passe ou on arrête une DSP, comment ça se passe. Voilà, je l'ai déjà vécu une fois, je vais le revivre en 2023. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci bien. Effectivement, c'est toujours c'est toujours compliqué de s'entendre aussi sur la manière de comptabiliser les IRU. Effectivement. Surtout sur les délais, sur les contrats qui dépassent la durée de vie de la délégation. Bien, nous arrivons à 18h29. Je pense qu'on pourrait continuer encore longtemps. On peut peut-être prendre encore une question, si quelqu'un a une question. Une fois, 2 fois, 3 fois. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Madame Bonin, de votre présentation, intervention. J'ai personnellement appris beaucoup de choses. Ça m'a rappelé plein de souvenirs. C'était vraiment très, très, très intéressant. Ce que je retiens, moi, c'est cette durée. Et venant du monde de la capitalisation des connaissances, le risque de perte d'informations de connaissances sur une période déjà de quelques années est énorme. Je crois que là, sur une période aussi longue, il faut vraiment, vraiment que les équipes documentent bien tous les éléments pour pouvoir faire la passation et la continuité. Je vous remercie donc toutes et à tous d'avoir participé. La semaine prochaine, on va aborder un sujet un petit peu différent qui a toute son actualité, puisque le titre, c'est « Alerter et protéger vos populations ». Donc, comment alerter, comment protéger sa population à travers les réseaux? Faut-il encore que les réseaux soient opérationnels et pas détruits? C'est toujours la même problématique. Voilà, je vous remercie toutes et à tous et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup.